puissent se rendre à Krasnarmetsk et puissent se rendre compte de ce qui se passe, qui véritablement contrôle la ville. Je rappelle que quand nous l'avons fait il y a une semaine, le ministère des Affaires étrangères d'Ukraine a prévenu que il était catégoriquement contre et il a menacé les journalistes. Et aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères ne dit absolument rien sur le fait que la ville se trouve dans les mains de l'armée russe. C'est bien sûr... alors bien sûr, il y a des drones, c'est sur le plan de la sécurité, c'est peut-être pas totalement raccord, mais nos correspondants militaires travaillent et je suis sûr qu'en Occident, il y a des gens qui font leur travail de façon honnête et qui sont prêts à rendre compte de façon objective à leurs lecteurs et leurs téléspectateurs, leurs auditeurs. C'est pourquoi nous ferons tout pour garantir leur sécurité et nous sommes prêts à accompagner dans tous les quartiers de Krasnarmetsk. C'est la même chose pour Kupiansk. Bonjour monsieur. Donc Zelensky a dit hier que ils avaient encore des gens à Kupiansk. Qu'est-ce qu'il veut? Non, Kupiansk se trouve depuis quelques jours sous notre contrôle pleinement. Il me semble que les dirigeants ukrainiens ont autre chose à faire aujourd'hui. Ils ont, s'agissant des zones de combat, et j'ai l'impression qu'ils vivent sur une autre planète. Et pour ce qui est là aussi ensuite il y a des questions économiques, des questions. Mais pour ce qui est de Kupiansk, Kupiansk est divisé en deux parties. Une partie est constituée du centre et sur la rive droite. Mais la plus petite partie est sur la rive gauche. Les troupes russes contrôlent les deux rives. Et les deux rives dans leur ensemble. Et pour ce qui est de la partie plus au sud de la rivière, il y a encore un village qui s'appelle Kupiansk-Kuslava. Et là, il y a 2000 bâtiments, 600 bâtiments, presque 1000, je crois, peut-être 600, 550, sont aux mains de l'armée russe. Les combats continuent. Et je pense que dans quelques jours, eh bien, nous prendrons aussi cette partie, mais c'est une ville à part. Donc nous avons bloqué un groupe de 15 bataillons et nous les avons totalement neutralisés. Izvestia, vous allez rencontrer monsieur Steve Witkoff qui s'est rendu à Moscou. Il y a un processus de négociation qui n'implique que les Américains. Pourquoi les Européens ne sont pas impliqués? Pourquoi ils se taisent? Eh bien, ils sont vexés parce que on les a écartés des négociations, mais je note que personne ne les a écartés. C'est eux qui se sont écartés. Nous sommes toujours en contact et après ils ont décidé d'interrompre les contacts avec la Russie. C'est leur initiative. Pourquoi ils le font? Et parce que ils ont avancé cette thèse de la défaite stratégique de la Russie et ils vivent toujours là-dessus. Bien que avec la tête ils comprennent bien que cela fait partie du passé. Cela ne s'est pas passé. Mais ils n'arrivent pas à l'avouer, ils n'arrivent pas à se l'avouer. Et ils se sont retirés de ce processus, c'est la première chose. Deuxième chose, j'observe que les résultats ne leur conviennent pas
et, et il commence à s'ingérer dans les affaires de l'administration du président Trump pour parvenir à la paix et pour interférer dans les négociations. Mais ils ont refusé des négociations même. Et maintenant, ils gênent le président Trump. Troisièmement, ils n'ont pas d'agenda de paix. Ils n'ont pas de plan de paix. Ils sont du côté de la guerre. Et même quand ils essayent de faire évoluer les propositions de Trump, et nous le voyons régulièrement, toutes les évolutions, tous les changements vont vers une chose, vers, en fait, le blocage de tout processus de paix. En posant des exigences qui sont tout à fait inacceptables pour les Russes, et ils le savent. Et ainsi, ils sabotent le processus de paix. C'est pourquoi, si ils veulent revenir, mais sur la base de réalité et de la réalité des situations du terrain, eh bien, à ce moment-là, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut vous demander, Sierto aujourd'hui a dit que nous pouvons arrêter aujourd'hui l'Europe, mais lui sont prêts, certains sont prêts à continuer jusqu'en 2029, 2030. Et est-ce que nous n'y sommes prêts? Non. Mais nous ne voulons pas nous battre contre l'Europe. Mais si l'Europe veut se battre, nous y sommes prêts maintenant. Il ne doit y avoir aucun doute à ce sujet. De quoi s'agit-il? Si l'Europe commence les hostilités, vous savez, c'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous faisons les choses de manière chirurgicale. Nous sommes très attentifs. Vous le comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est pas une guerre au sens moderne du terme. Mais si l'Europe commence une guerre, elle veut une guerre, eh bien, nous le ferons. Je sais ce qui s'est passé sur les tankers. Qui étaient dans la zone d'un autre État, c'est de la piraterie. Les forces armées ukrainiennes ont essayé d'attaquer des navires dans nos ports et nous avons répondu. Mais c'est avant tout, cela concernait avant tout les navires qui transportaient des équipements militaires et nous l'avons. D'ailleurs, les explosions l'ont montré. Mais ce que fait aujourd'hui l'armée ukrainienne, c'est de la piraterie. Mais je ne sais pas ce que nous pouvons répondre. Mais d'abord, nous allons élargir la nomenclature de nos frappes contre les navires qui se trouvent dans les ports ukrainiens. Deuxièmement, si ça continue, nous examinons la possibilité, je ne dis pas qu'on va le faire, de prendre des mesures contre les navires des pays qui aident l'Ukraine à mener ces actes de piraterie. Et ainsi, je crois qu'il n'est pas possible de s'adonner à ces actes de piraterie. Voilà ce que nous voulons faire. J'espère que les dirigeants militaires ukrainiens et les dirigeants en général vont réfléchir pour savoir si ça vaut la peine de continuer ces pratiques. Je vous remercie.